Bienvenue dans cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est à la fois très intime et en même temps universel. La sexualité pendant la ménopause. Bonjour, oui, un sujet essentiel. On va parler un peu de tout ce qui peut changer. La sécheresse, parfois les douleurs, un désir qui peut sembler s'éclipser. Et puis aussi cette image dans le miroir qui, tout à coup, nous est moins familière. Mhm. Alors si ces mots résonnent en vous, le premier message, il est vraiment simple. On n'est pas seul. Ce n'est ni une fatalité, ni un échec personnel. Non, absolument pas. C'est juste le reflet de changements biologiques qui sont profonds et bien réels. Notre but aujourd'hui, ce n'est pas de donner une feuille de route, mais plutôt de dessiner une nouvelle carte, ensemble. J'aime beaucoup cette image, la carte à redessiner. C'est tout à fait ça. Pour naviguer cette période, et qui sait peut-être y découvrir de nouveaux territoires de plaisir Et de confiance. Et avant qu'on commence cette exploration, juste un rappel qui me semble essentiel. Oui. Cet échange, il est là pour informer, pour ouvrir des portes, mais il ne se substitue en aucun cas à une consultation médicale ou un conseil pharmaceutique personnalisé. Bien sûr. Face à des douleurs qui sont importantes, un mal-être qui persiste ou n'importe quelle question de santé, le premier réflexe, ça doit toujours être de consulter un professionnel. C'est parfaitement clair. Alors, commençons par le commencement, par le corps. On sait que les hormones, et notamment les oestrogènes, chutent à la ménopause. Ça, c'est la base. Oui. Mais au-delà de ça, concrètement, c'est quoi la cascade de conséquences que ça entraîne dans le corps? Bien au-delà des simples bouffées de chaleur qu'on connaît toutes. C'est vraiment le point de départ de tout. Pour bien comprendre, il faut imaginer les oestrogènes un peu comme les jardiniers de notre intimité pendant des décennies. D'accord. Ils sont là, ils maintiennent l'hydratation, l'élasticité, l'épaisseur des tissus, de la vulve, du vagin. Ils assurent aussi un bon équilibre de la flore, un pH acide qui protège. Et donc, quand ces jardiniers partent à la retraite, Eh ben, le jardin change, forcément. La muqueuse s'affine, elle devient beaucoup moins souple, elle est moins irriguée, et la lubrification naturelle qui apparaissait, on va dire, sans effort, oui, mhm, devient tout à coup beaucoup plus timide. j'imagine que ce changement-là, ce n'est pas juste une petite différence, ça peut devenir vraiment inconfortable, n'est-ce pas? Voire douloureux. Ah oui, tout à fait. Ce n'est pas anodin du tout. Au quotidien, ça peut se manifester par une sensation de sécheresse permanente, des irritations, des démangeaisons. Hmm. Et pendant un rapport sexuel, l'impact est direct. Sans cette lubrification, sans cette élasticité, les frottements deviennent abrasifs. Aïe. Oui, ce qui était un plaisir peut se transformer en une source de brûlure ou même de micro-fissures. Le terme médical pour ça, c'est l'atrophie vulvo-vaginale. Le mot atrophie fait un peu peur quand même. Oui, il n'est pas très engageant, je vous l'accorde. On parle aussi de syndrome génito-urinaire de la ménopause, ce qui est un peu plus large, et ça peut aussi inclure des inconforts urinaires. Est-ce que c'est un processus qui est irréversible? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel il faut juste apprendre à vivre? Ou est-ce qu'on peut agir dessus? C'est une question capitale. Et la réponse, heureusement, c'est non. Ce n'est pas une fatalité. On peut absolument agir. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est un état qui résulte d'une carence hormonale locale. Et il existe des solutions très efficaces pour y remédier. Ça va des traitements locaux prescrits par un médecin jusqu'aux soins de confort. Le plus important à retenir, c'est que le tissu peut être renourri et retrouver sa souplesse. Ce n'est pas un vieillissement inéluctable. Ce que vous décrivez, c'est crucial, parce que ça déculpabilise. Ce n'est pas, comme on l'entend parfois, dans la tête. Ah non, surtout pas. C'est une réaction physique, presque mécanique. Et face à la douleur, ou même juste à l'anticipation de la douleur, le corps se protège. Il se ferme. Exactement. Ce qui nous amène, je pense, à cette autre grande question, celle du désir. En effet, les deux sont très souvent liés. La baisse du désir, c'est complexe. Il y a la dimension hormonale, oui. La chute des œstrogènes et des androgènes joue un rôle sur l'élan spontané, c'est certain. Mais ce n'est pas la seule cause. Non, c'est rarement la seule cause. Pensez à l'épuisement lié aux insomnies, aux sueurs nocturnes, le stress ambiant, la charge mentale qui continue de peser. Le désir, c'est une petite flamme fragile. Hmm. Si on est épuisé, stressé et qu'en plus on a peur d'avoir mal, il est logique que cette petite flamme peine à s'allumer, quoi. Donc, si je comprends bien, on passe d'un désir qui pouvait être très spontané, qui arrivait un peu
par magie quand on était plus jeune, à quelque chose de complètement différent. Exactement. C'est une des clés de compréhension les plus importantes. Beaucoup de femmes passent d'un désir qu'on appelle spontané à un désir réactif. Ou réponse. C'est-à-dire, C'est-à-dire que le désir ne va plus forcément précéder l'excitation, il va en être la conséquence. d'accord. Il a besoin d'un contexte, d'un déclencheur, des caresses, un moment de tendresse, des mots doux. Le désir n'est pas mort, il attend simplement d'être réveillé différemment. Par contre, la capacité au plaisir, elle reste totalement intacte. Et cette peur d'avoir mal, cette déconnexion physique, j'imagine que ça doit avoir un impact énorme sur la façon dont on se voit, sur la confiance en soi. Immense. Et c'est là qu'on touche à la dimension plus psychologique. Le corps change, et pas seulement intimement. La silhouette qui se modifie, la graisse qui a tendance à aller se loger sur le ventre. Oui, la peau qui perd de sa fermeté, les cheveux qui s'affinent. C'est une sorte de seconde puberté, mais sans le côté excitant de la nouveauté. Pour beaucoup, c'est une confrontation qui est difficile avec le temps qui passe. C'est tout un dialogue intérieur qui doit se mettre en place. On se compare à celle qu'on était avant, on peut se sentir moins séduisante, on n'ose plus se montrer nu. Cette petite voix critique dans la tête, elle peut devenir assourdissante. Tout à fait. Et si on ne se sent pas désirable soi-même, comment est-ce qu'on pourrait désirer ou se sentir désiré? C'est un vrai cercle vicieux. C'est exactement le retour que j'entends très souvent. Le premier obstacle à lever, c'est cette injonction un peu irréaliste de redevenir comme avant. Oui, c'est impossible. C'est une quête épuisante et qui est vouée à l'échec. Le véritable enjeu, c'est d'accepter d'ouvrir un nouveau chapitre, d'inventer une nouvelle forme de sensualité, peut-être moins dans la performance, et plus dans la conscience, le ressenti, la douceur. Une autre sexualité en somme. C'est une autre sexualité. Ce n'est pas une version dégradée de celle d'avant. C'est autre chose, potentiellement même plus profond et plus choisi. D'accord. Donc on a ce tableau des changements physiques réels, une image de soi qui peut vaciller, un désir qui change de nature. La tentation de se replier sur soi doit être immense. Concrètement, comment est-ce qu'on brise le silence avec son ou sa partenaire, sans que ça tourne au drame ou au reproche? Le silence, c'est le vrai poison du couple dans cette situation. C'est terrible parce que chacun interprète de son côté. La personne qui souffre se sent anormale, coupable. Et le partenaire, lui, il se sent rejeté. Il pense qu'il n'attire plus, qu'il n'est plus aimé, ou pire, qu'il fait mal les choses. C'est un dialogue de sourds où personne ne parle. Alors comment on fait? Comment on amorce la conversation? Quelles pourraient être les premières phrases pour ouvrir la porte en douceur? Je pense qu'il faut partir des faits, de son propre ressenti, sans jamais accuser. Utiliser le «je». Par exemple. Par exemple, j'aimerais qu'on parle un peu de nous, de notre intimité. En ce moment, mon corps change avec la ménopause, j'ai de la sécheresse et parfois j'ai des douleurs pendant les rapports. Et ça me rend triste et anxieuse. Ce n'est absolument pas contre toi. Ouais, c'est factuel, ça exprime une émotion et ça dédouane immédiatement le partenaire. C'est ça. C'est beaucoup plus constructif que de juste dire non, pas ce soir. Une autre approche, ça pourrait être quelque chose comme j'ai toujours autant de désir pour toi, mais mon corps a besoin de plus de temps pour être prêt. Hmm. J'ai besoin de plus de caresses, de plus de douceur, qu'on explore d'autres choses ensemble, avant même de penser à la pénétration. Ça transforme le problème en un projet de couple, en fait. C'est la meilleure approche possible. On passe d'une logique de manque à une logique d'exploration. C'est vraiment l'occasion de réinventer les préliminaires, de redécouvrir le massage, les caresses sur tout le corps, d'élargir la définition de la sexualité. Un rapport sexuel, ce n'est pas juste la pénétration. Mais non, c'est un partage intime qui peut prendre mille et une formes. D'ailleurs, une astuce très pratique, c'est de convenir d'un mot de sécurité. Ah oui, Oui, un code simple pour dire là, ça devient inconfortable, on change de position ou on arrête, sans que ce soit vécu comme une rupture brutale du moment. et si malgré tout ça, le dialogue reste bloqué, si la souffrance ou l'incompréhension sont trop installées, Alors il ne faut surtout pas avoir honte de se faire aider. Consulter un sexologue ou un thérapeute de couple, ce n'est pas du tout un constat d'échec. au contraire, Au contraire, c'est prendre soin de son couple. C'est s'offrir un espace neutre pour pouvoir enfin déposer ce qui est trop lourd à porter à deux. C'est un investissement pour les années à venir. parlons maintenant des aides plus concrètes, de ce qu'on peut faire au quotidien pour retrouver du confort. On a évoqué la sécheresse, les douleurs, comme un point de départ fréquent. Quelles sont les pistes simples, accessibles?
Alors, la première étape, la plus directe, elle concerne le confort local. Et là, il y a une distinction très importante à faire entre deux grandes familles de produits qu'on trouve facilement en pharmacie. D'accord. D'un côté, on a les lubrifiants intimes. Leur rôle, il est ponctuel. On les applique juste avant ou pendant un rapport pour faciliter la pénétration, diminuer les frottements. Ils sont généralement à base d'eau ou de silicone et ils apportent un confort immédiat. C'est une solution pansement, si vous voulez, très efficace sur le moment. Et la deuxième famille, ce serait plus un traitement de fond, si je comprends bien. C'est exactement ça. La deuxième famille, ce sont les soins hydratants et émollients vulvo-vaginaux. Eux, on ne les utilise pas seulement pendant les rapports, mais de façon régulière, 2, 3 fois par semaine par exemple. D'accord. Leur but, c'est de réhydrater la muqueuse en profondeur, de lui redonner de la souplesse, de l'élasticité, mais sur le long terme. C'est un peu comme mettre une crème hydratante sur un visage sec. Une application, ça soulage. Mais une utilisation régulière, ça répare. Voilà, c'est la même logique. Cette distinction est essentielle. On a donc le confort immédiat, pour le rapport, et le soin régulier pour le bien-être au quotidien. Et au-delà de ces solutions locales, on entend beaucoup parler de plantes, de compléments alimentaires. Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle? Ils peuvent être un soutien intéressant, oui, mais dans une approche globale. Il faut être très clair, il n'existe pas de pilule magique du désir. Dommage. Oui. En revanche, certaines plantes ou certains nutriments sont traditionnellement reconnus pour aider sur les conséquences indirectes de la ménopause. C'est-à-dire? Par exemple, des plantes qui aident à mieux gérer le stress, à améliorer la qualité du sommeil ou à apaiser la nervosité. En agissant sur le bien-être général, sur la fatigue, sur le stress, eh bien on crée un terrain qui est plus favorable à l'émergence du désir. Et il est important de rappeler le cadre, évidemment. Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Ils ne peuvent pas remplacer une alimentation saine ou un traitement médical. C'est un rappel fondamental. Et surtout, avant de commencer quoi que ce soit, il est indispensable de demander conseil à son pharmacien ou à son médecin, surtout si on a d'autres pathologies ou si on prend déjà des médicaments. C'est un réflexe de sécurité non négociable. Notre rôle de conseil, il est précisément là. Écouter la situation de chaque personne, sans aucun jugement, s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication et orienter vers les solutions les plus adaptées. Et savoir dire quand il faut passer le relais. Et bien sûr, savoir dire quand la situation dépasse notre champ de compétences et qu'une consultation médicale s'impose. On peut trouver beaucoup d'informations et des sélections de produits de qualité sur des sites spécialisés comme soins et nature.com, mais ça reste une information générale. Un conseil personnel, c'est irremplaçable. Absolument. D'ailleurs, pour conclure, il me semble vital de lister clairement les situations qui doivent absolument amener à consulter un médecin. Les drapeaux rouges, en quelque sorte. C'est ça. Si les douleurs sont vraiment importantes, si elles s'aggravent malgré les soins de confort, s'il y a des saignements inexpliqués, des infections urinaires ou vaginales à répétition. Mhm. Oui, bien sûr, si on ressent une tristesse profonde, un désespoir qui s'installe, ce ne sont pas des symptômes à prendre à la légère. Un bilan médical complet est alors nécessaire. Merci pour cette mise au point indispensable. Pour finir sur une note plus positive, je crois que la grande leçon de tout ce qu'on a dit, c'est que la sexualité à la ménopause, ce n'est pas une fin, c'est une transformation. Oui, tout à fait. Elle peut connaître des pauses, des doutes, mais elle a vraiment le potentiel de se réinventer pour devenir plus authentique, peut-être plus tendre et tout aussi épanouissante. Exactement. Si on ne devait retenir que 3 idées, ce serait: premio, on n'est pas seul; secondo, les causes sont biologiques et réelles, ce n'est pas une question de volonté; et tertio, des pistes concrètes existent pour retrouver confort, confiance et plaisir. Et si cet échange a ouvert des questions, si d'autres thèmes autour de la ménopause intéressent l'auditoire, que ce soit le sommeil, le poids, l'humeur, il ne faut surtout pas hésiter à nous le faire savoir. Ça nous aide à construire des contenus qui répondent à de vrais besoins. C'est noté. Et d'autres ressources sont bien sûr disponibles sur la chaîne YouTube et le site de Soins et Nature, toujours dans cette optique d'informer et d'accompagner. Parfait. Et je terminerai avec une dernière pensée, une question un peu ouverte. Au-delà des solutions pour le confort physique, au-delà de la communication avec le ou la partenaire, quelle place la redécouverte de sa propre sensualité en solo, par le plaisir pour soi-même, peut-elle jouer dans ce nouveau chapitre de